Bonsoir à tous, Le Monde aujourd'hui, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. On commence tout de suite par les titres. Un gouvernement choisi par le peuple lors d'une élection libre et équitable offrira le meilleur espoir pour le Tchad. Déclaration du porte-parole du département d'État américain qui condamne les actes de violence survenus dans tout le pays. Washington appelle également toutes les parties à s'abstenir de toute violence et à donner la priorité au dialogue. Les partis républicains et démocrates affûtent leurs armes pour les élections de mi-mandat, mais savez-vous qu'il existe aussi d'autres partis politiques aux États-Unis? Eh bien oui, et l'un de ces petits partis espère secouer le système. Nous verrons comment dans ce journal. De Fela Kuti, célébré à Paris, à Esprit, cet artiste dont tout le monde parle au Togo et qui a choisi son art pour venir en aide aux enfants de la rue. Beaucoup de culture dans cette édition avec comme cerise sur le gâteau Roger Muntu qui sera là pour Culture Hebdo. Et on commence par le Tchad. La tension est partiellement retombée ce vendredi dans le pays au lendemain d'une journée de violence inédite lors de manifestations anti-pouvoir qui ont fait une cinquantaine de morts à travers le pays. Une journée qui a vu la suspension des activités des principales structures de l'opposition. Plusieurs manifestations, parmi les plus meurtrières de l'histoire du Tchad, se sont déroulées dans différentes villes, notamment en N'Djamena, la capitale, et à Moundou, deuxième ville du pays. Côté réaction, le département d'État américain a condamné l'attaque qui s'est produite à l'extérieur de la porte principale de l'ambassade des États-Unis, au cours de laquelle des assaillants en civil et en véhicule privé ont franchi les points de contrôle de la police et tué 4 personnes. Washington dit soutenir le peuple tchadien dans la poursuite de ses aspirations à une transition crédible et rapide vers la démocratie. Les Américains se disent profondément préoccupés par ce qui se passe et exhortent donc toutes les parties à faire preuve de retenue. Yacouba Ouedraogo a joint à Johannesburg, en Afrique du Sud, Joan Chimosis, porte-parole du département d'État américain. Bon, il y a eu des manifestations contre la prolongation de la période de transition initiale du Tchad de 18 mois qui vient à expirer pendant cette semaine. Au moins 4 manifestants ont été tués en dehors de la porte principale de l'ambassade lors des assaillants ont ouvert le feu. Ils étaient en civil, habillés en civil et dans des véhicules privés. Et ils ont franchi les postes de contrôle de la police. Et ils ont tué au moins 4 personnes. Les États-Unis se disent préoccupés par la situation au Tchad. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par les États-Unis sont préoccupés par ce qui se passe, en dehors du langage diplomatique? Bon, nous condamnons bien sûr les affrontements entre les forces de sécurité et les manifestants. En particulier, nous condamnons en outre l'utilisation non autorisée des biens de l'ambassade par les manifestants qui sont impliqués dans les troupes. Les États-Unis avaient attiré l'attention sur le fait qu'il fallait respecter le délai de la transition qui a pris fin hier, 20 octobre, avant que le dialogue national, bien sûr, ne prolonge cela. Les autorités n'ont pas respecté. Maintenant, que compte faire Washington? Les États-Unis regrettent les résultats du dialogue national tchadien et leurs conséquences pour une transition inclusive, pacifique et rapide vers un gouvernement démocratique et dirigé par les civils. Nous notons avec préoccupation le mépris du gouvernement pour la directive claire du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et les engagements publics du Conseil militaire de transition, selon lesquels les dirigeants ne seraient pas candidats aux prochaines élections. Visiblement, N'Djamena n'écoute pas ce qui se dit au niveau de la communauté internationale, puisque vous avez
lancé des alertes, ça n'a pas été respecté. Est-ce que vous allez rester dans les condamnations? Les États-Unis estiment qu'un gouvernement choisi par le peuple tchadien lors d'élections libres et équitables, supervisées par des institutions indépendantes, offrira au Tchad le meilleur espoir de sortir de décennies de conflits. Nous continuerons à soutenir le peuple tchadien sur la voie de ses aspirations à une transition crédible et rapide vers la démocratie. Pour analyser cette actualité au Tchad, accueillons via Skype de Washington DC Valérie Nadjibé. Il est chargé de programme Afrique au National Endowment for Democracy. Valérie Nadjibé, bonsoir. Bonsoir, John. On est parti d'un dialogue national censé être inclusif et qui a produit les résultats qu'on connaît. Et nous voici dans des violences avec, sur le carreau, des morts et des blessés. Quelle est votre analyse de cette situation? Écoutez, merci de cette opportunité. Je pense que la date du 20 octobre d'hier en 2022 était une journée extrêmement sombre pour les Tchadiens et de l'histoire politique du Tchad. Moi, je l'appelle ici au monde entier d'être solidaire avec le peuple tchadien, un peuple qui s'est mis debout et en quête de la liberté, surtout, et surtout assoiffé d'un changement démocratique réel et durable. Je pense que tout a commencé lors du dialogue national qui a été organisé par la junte militaire, qui a conduit au prolongement, si vous voulez, de la période de transition initiale de 18 mois à 24 mois. Et aussi le fait que les conclusions du même dialogue aient aussi permis l'éligibilité de Mahamat Idriss Déby aux prochaines élections présidentielles. Donc le peuple tchadien, qui est majoritairement jeune, âgé de moins de 30 ans, n'a connu que le nom Déby comme président depuis 3 décennies. Voilà. Donc, Et justement, donc, pardonnez-moi, Washington, à la suite des événements d'hier, demande dans un communiqué que l'on fasse rendre des comptes à tous ceux qui sont responsables de la violence au Tchad. Qui sont, selon vous, les responsables de ce qui se passe en ce moment dans le pays? Mais alors, le peuple tchadien n'est pas un peuple qui est naïf. C'est un peuple qui suit de près ce qui se passe. Et je pense que les policiers qui ont commis ces violences n'ont pas agi sans une autorité, sans une autorisation d'une autorité supérieure. Donc, à ce niveau, les Tchadiens eux-mêmes connaissent. Mais je pense aussi que les Nations Unies ont demandé une enquête internationale afin de regarder dans cette affaire, de voir qui est responsable. Et je pense qu'à travers cela, ils vont établir exactement qui en est responsable. Mais je pense que ce qui s'est passé hier ne doit pas rester impuni. Voilà. Et justement, comment jugez-vous les réactions de la communauté internationale de façon globale sur ces violences qui sont survenues donc, hier au Tchad? C'est encourageant. C'est encourageant parce que je pense que les États-Unis, comme vous l'avez dit, à travers le département d'État, avaient réagi. Il y avait aussi au niveau du Congrès américain certains sénateurs, notamment le sénateur Bob Menendez, par exemple, qui avait condamné ces violences policières. Mais nous avons aussi vu que l'Union africaine, la France, à travers le Quai d'Orsay, avait également condamné ces violences-là. C'est une bonne chose de condamner, mais je pense qu'il faut aussi passer à l'action. Voilà. Alors jusque-là, ils ont condamné, mais ils n'ont pas clairement exprimé ce qu'ils vont faire. Il faut passer donc à l'action. C'est ce qu'on va retenir. Valérie Nadjibé, chargée de programme Afrique au National Endowment for Democracy, ici même à Washington. Merci d'avoir été avec nous. Des transitions, on en parle également en Guinée où un accord a été trouvé entre la CEDEAO et Conakry. Conakry en Guinée, donc où le procureur général Yamoussa Condé a réagi ce vendredi
aux manifestations de la veille en Guinée. La coalition d'opposition qui avait appelé à manifester jeudi contre la junte au pouvoir dénonce des morts dans les rangs des manifestants, alors que les autorités parlent de véhicules endommagés et des blessés chez les forces de l'ordre. Les détails avec Dili Diko. Le bilan des manifestations en Guinée est de 3 morts civils et d'une vingtaine de blessés par balle, selon le collectif organisateur de la protestation contre la junte au pouvoir. Mais le procureur général de Conakry, Yamoussa Konté, n'a pas fait état de fatalité. Il résulte du bilan provisoire de cette manifestation violente 9 véhicules de la gendarmerie endommagés, 4 blessés, dont 3 graves, dans les rangs de la gendarmerie. 2 blessés graves dans les rangs de la police et de nombreux véhicules caillassés. 2 civils blessés, dont un cas grave. Monsieur Konté a également ordonné des poursuites contre les organisateurs et tout participant à la manifestation interdite. Le Front national pour la défense de la Constitution, FNDC, une organisation citoyenne dissoute par la junte, avait appelé à manifester pour réclamer un retour rapide des civils au pouvoir et la libération des prisonniers détenus pour raisons politiques. La manifestation a donné lieu à des heurts entre jeunes et forces de sécurité dans plusieurs quartiers de la banlieue de Conakry. Nous avons voulu avoir une manifestation du rond-point de la Tannerie pour l'esplanade du Palais du Peuple et ça nous a pas été permis. Il y a eu un déploiement des forces de défense et de sécurité sur le terrain. Et au-delà de ces forces de défense et de sécurité, il y a eu un renfort également de l'armée, notamment les unités du bataillon des troupes aéroportées Bata. En Guinée, la junte a interdit les manifestations. Un important dispositif de force de l'ordre a été mis en place sur les axes utilisés par les protestataires. Tout le monde est fatigué, tout le monde en a marre. Cette population vivant autour ou sur l'axe aujourd'hui, elle fait pitié, parce qu'elle est fortement terrorisée, ne sait plus quoi faire. C'est ce qui fait que nous, on est obligé de maintenir notre présence sur l'axe H24 désormais, pour que cette population ne se sente pas exclue de la bonne vie qu'un Guinéen, que tout Guinéen souhaiterait, quoi. La junte guinéenne a accepté de rendre le pouvoir aux civils au bout de 2 ans, renonçant sous la menace de sanctions à diriger le pays pendant 3 années, indique un document de la CEDEAO. Le document ne précise pas quand commence cette période de 24 mois. Lui, il commence sa transition, son pouvoir aujourd'hui au Burkina Faso. Le capitaine Ibrahim Traoré, qui a pris le pouvoir lors d'un coup d'État le 30 septembre, a été investi président de la transition ce vendredi par le Conseil constitutionnel. Je jure devant le peuple burkinabé et sur mon honneur de préserver, de respecter, de faire respecter et de défendre la Constitution, la charte de la transition et les lois du Burkina, a déclaré main droite levée M. Traoré en prêtant serment devant le Conseil constitutionnel. Le Conseil prend acte de votre serment et vous renvoie à l'exercice de vos fonctions, a indiqué le président par intérim du Conseil, Bourahima Cissé. La cérémonie s'est tenue devant les représentants des corps constitués de l'armée et des forces vives du pays. Aucun représentant étranger n'y a assisté. Le président américain Joe Biden a salué vendredi la forte baisse du déficit fédéral, preuve de la résurgence de l'économie, en vantant son bilan avant les élections de mi-mandat cruciales de novembre. Le déficit budgétaire des États-Unis a diminué de moitié au cours de l'année écoulée grâce à la reprise après la pandémie et à la réduction des dépenses de secours, a indiqué le gouvernement vendredi. La baisse globale du déficit est notamment intervenue après que le président américain a annoncé son intention d'effacer une partie de l'énorme dette de certains étudiants du pays, un sujet de controverse entre démocrates et républicains. Suivons le président Joe Biden sur cette question du budget. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle preuve que nous reconstruisons l'économie d'une manière responsable. Aujourd'hui, mon administration a annoncé que cette année, le déficit a diminué de 1,4 milliard de dollars, la plus grande baisse en un an de l'histoire américaine. 1,4 milliard de baisse du déficit. Et on reste
aux États-Unis où la commission d'enquête sur l'assaut du Capitole cite Trump à comparaître autour du 14 novembre 2022. Cette citation intervient alors que les Américains se rendent aux urnes le 8 novembre et auront probablement à choisir entre les candidats des partis démocrates et républicains. Certains bulletins de vote incluront toutefois des candidats défendant les couleurs de ce qu'on appelle ici des tiers partis. Comme le rapporte le correspondant de VOA, Steve Herman, depuis Elizabeth dans le New Jersey, ces partis ont traditionnellement peu de chance, mais un nouveau parti espère secouer le système américain. Le récit avec Michel Joseph. Tous les présidents américains, depuis la moitié du 19e siècle, sont issus du Parti républicain ou du Parti démocrate. Et il n'y a pas eu de véritable candidat d'un parti tiers au Congrès depuis plus de 50 ans. La plupart des petits partis se concentrent sur une seule question ou philosophie. Et voulant rester fidèles à leur cause, ils ne parviennent pas à attirer suffisamment de voix pour faire élire leur candidat. Ils se heurtent également à un système qui est vraiment biaisé, on pourrait dire truqué, contre la capacité des petits partis à faire beaucoup de progrès. Nous n'avons pas de représentation proportionnelle aux États-Unis. Et donc, même si vous obtenez 5% des voix, vous n'obtenez pas 5% des sièges. Le troisième parti le plus durable de l'Amérique est le parti de la Prohibition, qui a eu un candidat présidentiel à chaque élection depuis 1872 dans sa quête pour interdire l'alcool comme boisson. Sa cause était à la fois fédérale, de 1920 à 1933, l'année d'ouverture de ce bar dans l'État du New Jersey, lorsque les Américains, en pleine dépression économique, ont décidé collectivement qu'ils avaient besoin d'une boisson bien raide. Le Forward Party fait son entrée sur la scène politique américaine cette année. Parmi ses fondateurs, l'homme d'affaires Andrew Yang, qui s'est présenté sans succès en tant que démocrate à la primaire présidentielle il y a 2 ans. Puis l'année dernière à la mairie de New York. Il est rejoint par l'ancienne gouverneure du New Jersey, Christine Todd Whitman, qui était une républicaine devenue une critique virulente de l'ancien président Donald Trump. Il faut changer le système et c'est pour cela que nous soutenons le vote par classement et les primaires ouvertes. Cela signifierait que les candidats des 2 partis devraient être en concurrence et parler à tout le monde, pas seulement à leur base. Se présentant comme une alternative centriste qui soutiendra certains démocrates et républicains ou présentera ses propres candidats dans des courses non contestées, le Forward Party plaide en faveur d'un système de vote par classement, également connu sous le nom de vote par distribution. Dans ce système, les votes des candidats les moins performants des primaires sont redistribués aux candidats les plus forts sur la base des choix secondaires déclarés par les électeurs. Il reste à déterminer si l'électorat répondra à un nouveau parti modéré dans une Amérique plus polarisée qu'à aucun autre moment depuis l'époque de la guerre civile, lorsque les républicains et les démocrates ont commencé leur longue domination de la politique américaine. Et voilà pour la première partie de ce journal. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington DC sur VOA Afrique. L'information vous revient dans un instant. Mbote Ndeko Eli Sango, Mbote Nabino Banso, Mozali Kolanda, Saona Lingala, dans la voix de l'Amérique, Uto, Washington DC. Sango ya Mokili Lelo, c'est votre nouveau rendez-vous d'actualité en Lingala de la voix de l'Amérique. Tous les jours, de lundi à vendredi, nous vous proposons 2 éditions d'actualité. La première, de 17h à 17h30 temps universel, et la deuxième, de 19h30 à 20h temps universel. Politique, société, culture, économie, sport. La rédaction Lingala de la Voix de l'Amérique vous donne rendez-vous pour décrypter l'actualité congolaise, africaine et du monde. Sango ya Mokili Lelo, c'est tous les jours, de lundi à vendredi, sur nos ondes et celles de nos stations partenaires, dans l'une des plus belles langues d'Afrique, le Lingala.
Vous suivez ici Le Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. Merci de nous rejoindre pour cette seconde partie. Nous émettons en direct de Washington, D.C. L'artiste plasticien togolais Tesprit fait parler de lui avec ses toiles très originales créées à partir de tongs, des sandalettes usées qu'il récupère dans les dépotoirs de la ville de Lomé. C'est aussi un artiste qui met son art au service de la cause des enfants de rue. Amen Assignon l'a rencontré dans son atelier à Lomé. Voici son portrait. Derrière moi se trouve une décharge pas comme les autres, car elle est composée uniquement de semelles de tongs usées, encore appelées dimakpla en Mina, une langue parlée au sud du Togo. C'est ici que l'artiste plasticien togolais Tesprit vient puiser son inspiration pour sculpter ses œuvres d'art à partir de ces tongs. Ces tas de sandalettes n'ont l'air de rien, mais dans les mains expertes de Tesprit, elles retrouvent de la valeur et se transforment en véritables chefs-d'œuvre. Dans son atelier, l'artiste découpe, sculpte des silhouettes avec ce matériau devenu sa marque de fabrique. À 28 ans, Folie Kossi Gérard Tété, dit Tesprit, est un jeune artiste plasticien prometteur avec sa technique très originale de collage de tongs sur toile. Un travail artistique mais aussi de recyclage qui est né de la crise du Covid-19. Une période difficile pour l'artiste qui, privé de ses ressources financières, a dû se réinventer. C'est une période qui était tellement difficile, donc où je n'avais plus les moyens pour en procurer les médiums que j'utilisais avant la peinture. Donc je me suis dit pourquoi ne pas pencher vers un autre truc qui sera moins coûteux pour changer aussi ce que je faisais à la base en fait, pour me réinventer si je peux le dire. Donc je me suis penché vers les dimakpla. Sur ces toiles, Tesprit immortalise des silhouettes d'enfants, des enfants sans visage, des enfants de rue encore appelés des dimakplao, entendez, des enfants rejetés par la société, sans éducation, en langue Mina. Dimakplao, c'est aussi le nom générique des sandalettes en Mina. Pour l'artiste, c'est sa façon de mettre en lumière l'univers de ces enfants de rue et surtout d'attirer l'attention sur leurs conditions de vie. Dans mes œuvres, je réalise d'habitude les portraits des enfants que je raconte sur les décharges et en bordure de mer, ces enfants qui se promènent dans la rue. Dimakpla, mais comme toi-même tu es togolais, Dimakpla, si on te dit tu es Dimakpla, ça veut dire que tu n'as pas reçu de l'éducation de tes parents en fait. Donc moi je considère ces enfants qui se promènent dans les rues comme ces dimakpla parce qu'ils n'ont pas à leur côté leurs parents pour recevoir de l'éducation. Donc c'est la raison pour laquelle je fais des portraits de ces enfants que je raconte. Je les prends en photo et je les immortalise sur la toile. C'est une sorte de sensibilisation pour que les gens tournent un regard avec ces enfants abandonnés. Ces toiles, aussi parlantes les unes que les autres, interpellent et invitent à la réflexion. Mais au-delà, elles relèvent du beau, comme pour donner une seconde vie, une seconde chance à ces enfants de rue. Amen Assignon pour VOA Afrique, Lomé. Merci Amen. C'est vendredi et c'est l'heure de Culture Hebdo. Un rendez-vous avec Roger Montou. Bonsoir Roger. Bonsoir John, ça va bien? Ça va bien, merci. On commence par le rap. La rappeuse Little Sims gagne le prestigieux Mercury Prize. Bien dit son nom en tout cas, bien dit exactement. Oui John, à ne pas confondre avec notre réalisateur Sims Lumami. La rappeuse londonienne d'origine nigériane, Little Sims, a gagné le prestigieux Mercury Prize pour son album Sometimes I Might Be Introvert, mardi, lors d'une cérémonie dans la mythique salle de concert Apollo du quartier de Hammersmith. Très ému, l'artiste de 28 ans s'est déclaré complètement comblé en recevant le prix doté de 25 000 livres, soit 28 700 €, et a rendu hommage à son frère et collaborateur Inflow. Dans ce quatrième album, Little Sims, de son vrai nom Simbiatu Simbi Abisola Abiola Akijao, explore des thèmes personnels et politique. Elle a expliqué au Guardian avoir voulu exprimer son sentiment d'être une personne introvertie qui a toutes ses pensées
idées et théories folles dans la tête et qui n'a pas toujours l'impression d'être capable de les exprimer, si c'est né à travers l'art. Little Simz l'a emporté au détriment de grands favoris comme Harry Styles, dont l'album One Direction est le plus vendu depuis début 2022 au Royaume-Uni. Créé, John, en 1992 comme alternative au Brit Award, le Mercury Prize est considéré comme un saut d'approbation de la critique et un tremplin vers une plus grande notoriété. Il consacre le meilleur album britannique ou irlandais des 12 derniers mois. Donc c'est une très 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 grande nouvelle pour elle en tout cas. Oui, bonne une chose. très bonne nouvelle aussi pour tous les rappeurs et les amoureux du rap. Exactement. Roger, vous avez reçu cette semaine l'artiste camerounais ANG. Exactement, effectivement. ANG, c'est un artiste pluridisciplinaire camerounais et résident à Londres qui a une façon très particulière de présenter ses productions à son public. En tout cas, il nous revient cette fois-ci avec Mototé, qui veut dire chacun dans sa langue. Et c'est un autre extrait de son album à venir, original d'Eido Boy. Il était notre invité, comme vous l'avez dit, John, dans RM Show. Suivant. Mototé, en vrai, c'est un gospel un peu. C'est un son de remerciement. C'est-à-dire, ça commence avec un Nyambe Ketatamba, ça veut dire éternel, garde-moi contre toutes les mauvaises choses qui puissent m'arriver. Donc, c'est vraiment un morceau de reconnaissance pour tous les bienfaits que le Seigneur fait pour moi tous les jours, quoi. Vraiment, c'est plus ça, mais avec beaucoup plus de vibe, c'est-à-dire. J'appelle les gens à danser, à célébrer le fait qu'ils soient en vie, le fait que tous les jours, Dieu t'ajoute un souffle de vie et puis Aïe, ça sent que tout le monde danse, que tout le monde célèbre, parce qu'on est encore en vie aujourd'hui. Exactement. Aïe, ça sent, aïe, coco, aïe, masabana. L'intégralité de cet entretien sur voafrique.com. Voilà, John, c'est tout ce qu'on a pu concocter pour vous cette semaine. Merci Roger, ne partez pas, restez avec nous. Bien On va sûr. parler toujours culture, donc pour parler donc de Fela Kuti. Il s'agit d'un grand hommage à l'un des grands noms de la musique africaine, Fela Kuti, connu pour l'afrobeat et ses prises de position très courageuses sur les thèmes sociopolitiques de son époque. Il est honoré dans une exposition organisée par la Philharmonie de Paris. Ginny Niwa nous en dit plus. Fela, qui a énormément tourné en France dans les années 80, eut sa première affiche en 1981 à l'hippodrome de Pantin, entouré de ses premiers managers qui étaient français, Martin Messonnier et Francis Kurtekian. Non loin de là se trouve la Philharmonie de Paris qui aujourd'hui rend hommage à l'artiste et son afrobeat qui connaît un succès aux quatre coins du globe. Alors, la musique de Fela est omniprésente à travers le monde. On a évidemment de très nombreux groupes d'afrobeat qui continuent à réactiver la musique de Fela au Nigeria, mais aussi en Europe, au Brésil, au Japon. C'est ce qu'on montre dans l'exposition, le caractère global aujourd'hui du son de l'afrobeat. Mais les rythmes que Fela a inventés sont également repris par des rappeurs, par des musiciens de pop music. Donc ce son est vraiment très très fort. Souvent surnommé la voix des sans-voix, Fela n'hésitait pas à dénoncer la corruption des élites, raconte son fils Femi Kuti, 60 ans, devenu également musicien. Il voyait sa musique comme une force, une arme pour passer ce message très important contre l'autorité, contre la colonisation, contre les gouvernements africains corrompus. Donc c'était une arme pour lui, oui. Le chanteur était propriétaire de sa propre boîte de nuit, le Shrine, qui fut le lieu de concerts enflammés, mais également le lieu pour faire passer ses messages anticolonialistes. En 1970, Fela refuse de participer au Festac, festival officiel, et organise son contre-festival au Shrine, où se presseront Stevie Wonder, Gilberto Gil ou Caetano Veloso. Ils sont tous venus. La nuit grouillait de tous ces Africains, Américains, Noirs, Anglais, Jamaïcains. Tout le monde était au Shrine. Alors le gouvernement s'est mis très en colère. Et c'est à ce moment-là que cet Américain vient dire à Fela, le gouvernement veut te tuer. Alors s'il te plaît, fais très attention. Fela a pensé que c'était ridicule, n'y a pas cru. Aussitôt, le festac s'est terminé, il y a eu un incendie de la maison.
Comme quoi l'artiste ne meurt pas. Bon week-end à toutes et à tous.